à toutes et à tous, c'est Christophe Minier pour Café Vert, le podcast qui traite de l'écologie autour d'un bon café. Chaque semaine, nous irons à la rencontre de personnes, comme vous, comme moi, qui ont décidé de faire le pas d'un mode de vie plus écolo. Plus de voitures, plus de déchets, plus de viande. Ils sont chacun, à leur manière, passés à l'action pour l'environnement. Nous verrons avec eux pourquoi ils se sont lancés, les difficultés qu'ils ont pu rencontrer et les bénéfices qu'ils en ont retirés. Vous pouvez retrouver dès maintenant les épisodes de Café Vert sur votre application de podcast préférée ou sur notre site internet cafévertpodcast.fr. Bonne écoute! Et donc, pour ce premier épisode, je reçois Nicolas. Nicolas, comment ça va? Salut Christophe. Ouais, écoute, ça va très bien. Ça fait toujours plaisir d'être de retour sur Hambourg. Oui, et moi ça me fait plaisir aussi également, parce que t'es une des personnes qui m'a un petit peu, même beaucoup, je veux dire, inspiré pour ce podcast à travers un blog, The Green Shutter Blogs, dont on va parler un peu plus tard. Mais du coup, moi je te connais très bien, mais les auditeurs ne te connaissent pas, donc est-ce que tu peux te présenter un petit peu, dire ce que tu fais? Ouais, donc on va commencer par quand j'ai connu Christophe, il y a 2 ans maintenant. Maintenant, ouais. Ouais, on a commencé à bosser dans une petite boîte dans l'éolien, c'est pas Efficience, et donc on a commencé à Hambourg, et puis à partir de ce moment-là, on a commencé à s'échanger des petites idées, des petites piques sur le renouvelable, mais ensuite petit à petit aussi sur le thème de la durabilité en général. Et donc depuis 6 mois, j'ai bougé au Danemark et j'ai commencé un doctorat pour travailler vite fait sur la flexibilité de la consommation énergétique, donc plus sur le côté consommation que le côté production qui jusqu'à maintenant a été plus recherché. Donc voilà, je suis un peu dans le milieu, mais j'aime bien aussi parler des choses un peu plus terre à terre de temps en temps, ça fait plaisir. Ça marche, oui. Du coup, même, donc, si t'es dans l'écologie, dans le renouvelable à travers ton milieu professionnel, là où tu travailles, tu t'es mis aussi dans l'écologie dans ta vie personnelle. Et du coup, c'est de ce sujet un peu plus, donc, personnel dont on va parler aujourd'hui. Et donc, parler végétarisme. Peut-être pour commencer, est-ce que tu peux nous dire, à partir de quand t'as commencé à être végétarien? Et parler un peu du contexte, un peu le début, comment t'étais à l'époque? Ouais, voilà. Ouais. Déjà pour clarifier, moi je suis végétarien, mais c'est pas une religion, etc. Et quand la mère grande me prépare un petit plat et qu'il y a pas d'autre option, je vais clairement, je refuse pas. Et puis bon, ça me fait plaisir aussi, de la viande de temps en temps. Et puis j'aime bien une phrase que j'avais entendue, make meat a treat. Donc ouais. faut que ça reste quelque chose de spécial, quoi. Donc moi je suis vraiment contre la consommation de la viande au quotidien, mais de temps en temps, et puis oui, on peut toujours se faire plaisir. Voilà, et puis c'est pas la peine d'être appelé un hypocrite juste parce qu'on casse les règles de temps en temps. Donc bon, moi c'est mon approche du végétarisme, mais bon, ceci dit, je cuisine toujours végétarien et j'évite de consommer de la viande. Après, comment ça a commencé? Bon, c'était au départ, je vivais en 3e année avec 2 colocs indiens aux États-Unis. Et là-bas en fait la viande c'est cher et de mauvaise qualité. Donc au début je continuais à acheter comme d'habitude parce que je fais pas mal de sport et donc moi j'étais convaincu que il fallait ces 200-300 grammes de viande par jour, etc. Donc je cuisinais ça tous les jours. Je voyais que ça commençait à coûter cher sur le porte-monnaie, mais après aussi je voyais les regards de mes colocs à chaque fois qui avaient presque peur pour moi parce que en Inde, enfin les deux étaient végétariens du coup, et en Inde la viande ça reste quelque chose c'est pas, en termes sanitaires, pour eux il y a toujours des problèmes associés, quoi. Donc pour eux ils avaient presque peur pour moi. Et du coup c'est pas par sentiment de culpabilité, mais c'est juste par intérêt pour leur propre cuisine que je me suis mis un peu à cuisiner, à tester, voilà. leur cuisine. Et tu te rends compte qu'en fait les épices ça permet quand même de substituer quoi ce goût de viande qui quand même dans la cuisine européenne permet de donner beaucoup de goût, je dirais en général. Donc en final, t'es rentré là-dedans, pas forcément au final par écologie, mais vraiment par discussion, ouverture à une autre culture, si je comprends bien. Ouais, c'est un des facteurs, bien sûr. Mais bon, à ce moment-là, j'étais pas végétarien, mais disons que c'est la première fois que je me suis posé des questions sur mes choix de consommation de viande. Et après, en revenant en Europe,
Bon, j'ai continué à cuisiner à peu près normalement, bon, avec un peu moins de viande que d'habitude, mais encore une fois, plus par facteur financier, hein, en étant étudiant, etc. Mais ouais, après, quand je me suis lancé dans mon master en durabilité, enfin, en ingénierie énergétique, ouais, enfin, je voyais clairement des chiffres et, dans ce cas-là, ça devenait vraiment hypocrite, quoi, de continuer à bouffer autant de viande que je le fais, tout en travaillant dans le milieu. Ça marche. Ouais. Et il y a un point intéressant dans ce que tu dis, c'est donc que tu fais beaucoup de sport, donc tu fais du triathlon. Peut-être tu peux nous donner quelques chiffres de tes allures pour un peu impressionner tout le monde. Non, bah, je m'entraîne pas mal, du coup je suis en 10 et 12 heures d'entraînement par semaine. Donc ça, du coup, il y a beaucoup de gens qui me demandent ouais, mais quand si tu fais tant de sport, etc., faut faire attention à ton apport calorifique, Justement, mais aussi, et c'est là où je voulais en venir. Protéinaire aussi. Du coup, comment t'as pu faire la transition au final entre à l'époque où t'avais une alimentation plus classique et ensuite une alimentation avec moins de protéines animales, ouais, par rapport au sport justement, pour équilibrer tout ça? Est-ce que t'as senti une hausse de performance, une baisse de performance à ce moment-là? Ouais, bah je veux pas faire comme le documentaire, je sais plus comment ça s'appelle. The Game Changers. Voilà, c'est ça, The Game Changers que je n'ai pas vu, donc ça c'est une bonne chose. En tout cas, c'est une bonne chose. C'est assez rare parce que souvent maintenant dans le milieu sportif, justement, ce documentaire est assez ouais, j'ai entendu quelques trucs disant que ouais, apparemment les athlètes avaient des performances décuplées après avoir changé leur régime, mais que le documentaire était aussi critiqué pour avoir été en partie financé par des producteurs de viande végétale. Mais non, dans mon cas, bah écoute, ouais, je trouve que quand même manger moins de viande, ça pour la course, ça m'a aidé parce que ça t'affine un peu quand même, je trouve. Et puis au départ, bah en fait moi j'ai un peu fait la transition de manière empirique, quoi. Ouais. Bon, au début j'ai simplement arrêté de cuisiner avec de la viande et bon j'ai substitué par pas grand chose d'autre au final. Et du coup là tu te rends compte que t'as faim au quotidien, quoi, et en fait tu te renseignes un peu, tu vois que il y a tout ce qui est cuisiné avec les classiques, hein, les beans, enfin les pois chiches, les haricots, etc. Ça c'est important, mais bon ça passe pas avec tous les repas que t'as l'habitude de faire. Le problème c'est que t'as les recettes de ta mère, de ta grand-mère, et du coup ça c'est pas, en étant européen, ça reste à base de viande. Et donc oui, c'est un truc qu'on conseille pas forcément à tout le monde, mais quand tu as commencé un peu sur le tas. T'as pas fait appel à un nutritionniste pour t'aider à... Ouais, non. Voilà, et puis surtout, je crois que je suis pas nutritionniste, etc. Donc j'espère que s'il y a un nutritionniste qui nous écoute, il s'arrache pas les cheveux. Mais le fait est que moi, on écoute son corps et quand ça va mal, on ajuste. Hein. Ouais. Et c'est pas très poétique, mais souvent, ce qui sort de l'autre côté, c'est un bon indicateur, quoi. Donc si ça sort pas ou trop bien, donc faut ajuster son régime. Manger pas mal de fibres, c'est important aussi. Mais je trouve qu'on fait trop une obsession sur les protéines quand on fait du sport, parce qu'en soi tout ce qui est légumes, etc., c'est presque plus important, quoi, pour moi. Oui. Bon, c'est pas ça qui va te caler en termes calorifiques. Donc moi j'avoue que mon régime ça reste quand même énormément basé sur tout ce qui est féculent, etc., hein. Donc riz, pâtes, couscous, pommes de terre. Aujourd'hui encore. Pour moi c'est moi c'est la base et c'est ce qui donne de l'énergie, etc. Et après énormément de légumes et surtout des salades, donc des légumes qui sont pas cuits, etc. Après, je vais pas me lancer dans des conseils culinaires parce que je crois que si mes potes m'écoutent et qu'ils me voient donner des conseils culinaires, je crois qu'ils seraient morts de rire parce que je l'avoue, je suis pas un grand cuisinier, mais je considère quand même pouvoir cuisiner des repas qui sont à peu près sains, disons, et équilibrés. Donc c'est ça qui compte. Et t'arrives à avoir de la diversité quand même, ou c'est comme tu disais, c'est beaucoup de pâtes, beaucoup de riz. Ouais, non, quand même. Moi, je fais mes petites rotations, disons que t'as les féculents à la base, mais après t'as plein de petits plats que tu peux faire à la poêle, et puis j'ai quand même retenu quelques recettes de mes colocs indiens, du coup c'était marrant. Et puis avec les années, tu commences un peu à optimiser tout ça, donc c'est sympa. Je sais pas si je vais me lancer dans les recettes, mais j'ai remarqué aussi que ça dépend vraiment du pays dans lequel t'es, quoi. Typiquement aux États-Unis, j'imagine ça a dû être compliqué peut-être vu qu'ils sont grands mangeurs de viande.
Ouais. Bon, après, j'étais dans la partie un peu hippie bobo, hein. À Berkeley, il y avait des supermarchés avec des rayons, des étalages à légumes. Et puis, c'est comme partout, hein. Ça dépend du pays dans lequel t'es. En Californie, en l'occurrence, c'est un peu comme le sud de la France en termes de produits maraîchers. C'est de qualité quand même. Alors que bon, au Danemark, tout ce qui est fruits et légumes, c'est... Bon, il y en a quand même. En été, c'est sympa. Il y a pas mal de produits frais. Et par contre, l'hiver, faut s'adapter. Et c'est plus des produits genre carottes, navets, et puis des produits de la terre, quoi. Mais ça, c'est sympa aussi. Tu fais des pot-au-feu, etc. Et moi, j'aime bien aussi m'adapter aux produits qu'il y a dans les étalages. Vraiment aux produits locaux. Ouais. Moi, j'ai la chance, ma mère est allemande du Nord. Ah ouais. Donc bon, c'est de la cuisine assez similaire au Danemark, du coup je prends mes repères assez vite. Mais c'est sûr que quand on est français et qu'on arrive dans un pays comme ça, ça prend du temps pour prendre ses marques, quoi. Mais c'est là l'importance de la flexibilité, quoi. Faut pas forcément s'obstiner bien sûr. à faire ses galettes à Ces galettes d'avoine. Ouais, ou alors trouver sa farine de sarrasin. Si on n'a pas, bah on ajuste, quoi. Hein, et c'est ça qui est important aussi, la flexibilité, quoi. Et d'ailleurs, en parlant de flexibilité, je voulais un peu revenir du coup au début, là où t'as commencé à devenir végétarien. Comment t'as fait? Est-ce que t'as fait de façon progressive, en stoppant, ou en limitant en tout cas une viande, puis une autre, et ainsi de suite, ou en réduisant sur la semaine ta quantité de viande progressivement? Ou est-ce que t'as fait une coupure directe? Est-ce que du coup, comment t'as fait? J'ai... Pour un peu, donner un peu des pistes à des personnes qui voudraient s'y mettre, qui savent pas trop comment s'y mettre. Est-ce que... honnêtement, moi, la viande de bœuf, j'ai très vite arrêté, hein. Enfin, parce que, c'est clairement ce qui consomme le plus ce qui émet le plus de CO2, qui consomme le plus d'eau. Donc ça, franchement, c'est vraiment le geste le plus facile à faire, hein. Et qui après, peut avoir un grand impact, j'imagine. Voilà, c'est un low hanging fruit, comme on dit, hein. Ouais, je vois bien. Et puis après, par contre, par exemple, typiquement quand tu te fais une quiche Lorraine, les lardons, c'est quand même dur de renoncer, quoi. Ouais, ça donne du goût, hein. Ça donne tellement de goût, et puis c'est bon, et puis ouais. Donc ça, franchement, j'ai encore du mal à faire sans. Mais après, faut regarder les chiffres aussi. Quand on regarde la viande, le poulet, par exemple, ça, en termes de CO2, bon, moi je raisonne en termes purement environnemental, hein, quand je parle consommation. Bien sûr, ouais. Après, tout ce qui est traitement des animaux, etc., on peut en parler une autre fois, mais après, je reste sur les termes purement environnementaux. Parce que c'est ton... Comment dire, c'est mon motivateur numéro 1, disons, en ce moment. Les émissions de viande du poulet, c'est autant que le fromage, par exemple, hein. Donc un peu, parce que le fromage, ça vient de la vache, donc ça émet quand même pas mal aussi. Donc on peut se manger de la viande de poulet sans se sentir trop mal par rapport à un végétarien qui mange énormément de fromage, quoi. Donc si on garde les chiffres en tête, c'est comme ça. Mais bon, c'est une question de principe aussi. Si on arrête de manger de la viande en général, on réduit quand même plus, quoi. Donc, exactement, ouais. Donc ça a commencé par le bœuf, etc. Et ensuite petit à petit j'ai réduit. Et par rapport à ensuite, une fois, est-ce que donc t'as commencé aux États-Unis, puis t'es revenu en Europe, est-ce que selon les pays justement t'as vu des différences? Est-ce que t'as eu plus de difficultés à faire dans un pays plutôt qu'un autre? Est-ce qu'il y a des différences de culture justement que t'as vraiment remarqué, toi qui as beaucoup voyagé? Ouais, carrément. Disons que ironiquement, c'est dans les pays où il y a quand même moins une culture de la cuisine que c'est le plus facile, quoi. Ouais. En Angleterre, il y a énormément de végétariens, et puis dans les rayons, il y a souvent, c'est indiqué assez vite fait, il y a un petit V vert sur les produits, donc on sait s'orienter vite fait. Et la culture de la cuisine en Angleterre. Parce que justement, en Angleterre, j'ai beaucoup plus cuisiné qu'autre part, parce que les produits finis sont de bonne qualité, donc on n'a pas envie de manger c'est vraiment pas bon pour la santé, quoi. Et puis surtout après, quand t'es sportif, vu les quantités que tu manges, t'es obligé de cuisiner pour toi. Et donc en Angleterre, je dirais que c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus accepté aussi. Et je pense qu'il y a aussi une culture, une tradition du végétarisme en Angleterre depuis la maladie de la vache folle dans les années, je sais pas, 90. Dans les années 2000, à fin des années 90, début des années 2000. Ouais, ça fait un petit bout de temps déjà du coup, et il y a pas mal de plats végétariens, et dans les restos, etc., il y a plus de choix. Alors que en France, j'avoue que même cette discussion en France, tu te fais quand même beaucoup
ridiculisé encore, hein, enfin. Bah, c'est vrai qu'il y a la culture du plat de viande, Ouais. qui est assez forte, oui, dans tous les restaurants. Ouais, et puis bon, quand tu vas dans un marché, en France, ça te fait tellement plaisir de voir la viande dans les rayons, quoi. C'est des beaux produits, quoi. Il y a vraiment une tradition, une culture, etc. Et, quand je suis en famille en France, j'ai encore du mal à, tu sais, faire le coming out du végétarisme. Du coup, ouais, mais bon, comme je le dis, quand je suis chez ma grand-mère, j'avoue que même moi, je romps les règles, quoi. Je mange de la viande, mais j'ai l'impression que ça change aussi, hein. Et puis, ouais, en Allemagne, c'est dur aussi, quand même. Ouais. Vu là, c'est carrément dû au prix de la viande qui est subventionné, Et qui est beaucoup les moins fermiers, enfin, le prix de la viande, c'est rien du tout, quoi, en Allemagne. Et le problème, c'est que c'est pas des produits vraiment de qualité. Les Allemands, Ce sont beaucoup des fermes intensives en Allemagne. Ouais, et puis quand tu vois la saucisse, c'est quoi? C'est des restes de viande, du gras, des trucs comme ça. Ouais, pas vraiment la partie noble qu'on ouais, appelle de la viande. c'est pas, c'est les gens qui veulent manger de la viande pour l'apport protéiné, en mangeant une saucisse, je sais pas combien de protéines tu as, mais c'est surtout du gras et un peu de protéines, quoi. Donc t'en as presque autant en mangeant tes petits falafels au pochis, quoi. Ouais, je vois bien. Donc ça a pas grand intérêt en termes nutritionnels, quoi. Mais bon, en Allemagne, c'est très très important de pouvoir acheter cette nourriture pas chère. Bon, je veux pas généraliser, mais ouais, c'est quand même prix avant qualité, je dirais. Ok. Et là, du coup, pour la suite, est-ce que t'as une idée de changement, un objectif? On peut également élargir un petit peu, parce que ce podcast part de 3 principaux éléments. Donc d'abord améliorer son alimentation, mais également réduire ses déchets et réduire ses pollutions liées au transport. Est-ce que justement le déchet, on en a pas trop parlé justement. Ouais. Comment tu te places un peu sur ce sujet-là? Ouais, non, le déchet, j'avoue que c'est disons le secteur dans lequel je dois faire pas mal d'efforts. Bon, le transport aussi, mais on peut en reparler. Ouais. Mais ouais, les déchets, je trouve que c'est vachement important, surtout, bon, il y a les déchets, emballage, question alimentation, etc., mais on a pas mal parlé alimentation, donc ça franchement, j'évite d'acheter emballé autant que je peux, mais bon, après c'est dur aussi. Puis moi, je fais surtout mes courses en supermarché parce qu'il y a pas de vrac près de chez moi. Ah, okay, ouais. Donc je suppose que ce que je pourrais faire, c'est de militer plus pour qu'il y ait plus de vrac, etc., mais bon, c'est quand même du long terme, et puis faut être faut être un peu installé dans sa communauté pour trouver un groupe autour de soi et commencer un peu à lancer un mouvement, quoi. Et justement au Danemark, l'emballage c'est assez présent dans les supermarchés. Ouais, et puis bah surtout que comme les légumes viennent pas forcément du pays, t'as besoin de les emballer pour qu'ils puissent le temps de mûrir qu'ils arrivent là-bas, quoi. Donc ouais, j'avoue que pour ça c'est pas génial. Et mais après, à titre personnel, j'évite quand même en termes de consommation de produits. Moi franchement les habits, j'en achète vraiment très peu, mais c'est plus parce que bah ça me fait chier de faire du shopping. Ouais, moi franchement le shopping c'est vraiment pas mon truc, mais je sais que bah il en faut de temps en temps quand les pulls commencent à être retrouvés. Mais justement sur ce point-là, je trouve c'est quand même important de savoir réparer ces choses, quoi. Et recoudre donc pour les vêtements. Bah ouais, justement, un pull qui me tient vraiment à cœur et qui tient chaud, etc. Ça c'est peut-être un pas que j'aimerais pouvoir faire, c'est les réparer moi-même. Après le problème c'est que tout ça ça prend du temps, hein. Donc mais en même temps c'est du temps, mais c'est aussi du temps que tu passes, c'est du bon temps, quoi. Ça est ce qui peut être gratifiant au final. Ouais, voilà. Au final, je pense peut-être comme tu disais, pour recoudre un vêtement, tu peux rapidement passer du fait que ça soit quelque chose à faire très lent, très ennuyant à faire, à quelque chose de gratifiant pour toi. Ouais. En particulier si c'est des vêtements que t'aimes bien. Ouais. Bah c'est ça en fait le défi dans les années à venir, c'est de passer à cette espèce de tâche et le devoir d'écologisme à une espèce de passe-temps écologique, tu vois. Il faut vraiment que les gens se rendent compte que l'écologie ça prend du temps, hein, mais c'est tout le but, et ça peut aussi être du bon temps, quoi. Et justement après tu partages des astuces, tu fais tes petits podcasts entre potes, etc. Ouais. Mais ouais, et après t'en parles, etc. Et c'est un peu un retour comme avant, quoi. Et justement, tu parles d'écologie, là on va un peu parler de ton blog.
The Green Chatterblogs. Ouais. Donc est-ce que tu peux un peu nous dire qu'est-ce que tu dis dedans, en quoi ça consiste? Oui, ouais. Mais pourquoi tu t'es lancé? Ouais. Donc The Green Chatterblogs. Donc c'est pas très créatif comme nom, mais c'est pas du greenwashing. Non, donc le but c'est vraiment d'avoir une plateforme indépendante où au départ je pense que c'est vraiment parti d'un besoin personnel de mettre ses idées au clair, etc. Et j'avais pas forcément envie de mettre un post Facebook à chaque fois et d'être le eco-warrior sur les plateformes de réseaux sociaux, etc. Et puis même les réseaux sociaux, moi j'ai principalement Facebook, et je me suis rendu compte que les gens étaient un peu passés à autre chose et c'était pas forcément la meilleure manière de communiquer, mais j'avais quand même un besoin d'échanger mes idées. Donc je me suis dit écoute, au début j'ai commencé à écrire pour moi et je me suis rendu compte que en discutant avec des gens, ils étaient vachement intéressés aussi. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas partager ça sur un blog. Et c'est parti là-dessus. Mais donc c'est une première raison. Mais une deuxième aussi, c'est en étant dans mes cours de master en ingénierie énergétique, il y a plein de choses qu'on apprenait comme ça et qui étaient assez terre à terre. Enfin, il fallait pas justement avoir un master pour les comprendre, mais qui restait inconnu. Et du coup, je me suis dit, c'est vraiment dommage de garder ça pour soi, et c'est vraiment, j'ai la chance de faire un master qui est vraiment appliqué au quotidien et qui suscite l'intérêt de tout le monde. Donc je me suis dit, écoute, partage ça, hein. Parce que, surtout après dans le monde académique, là, dans le doctorat que je fais, par exemple, quand on écrit quelque chose, quand on écrit un article, c'est quelque chose qui met du temps, des semaines, des mois, et après, ça reste partagé dans une communauté assez restreinte. Et moi, j'avais envie de pouvoir démocratiser ça, quoi. Le dialogue, faut qu'il continue. Et quand je regardais les blogs qu'il y avait, souvent c'était soit assez moralisateur, soit des petits des conseils, comment faire ses shampoings fait soi-même, son pain fait soi-même, etc. Mais ça avait l'air de prendre énormément de temps, etc. Donc c'était des gens obsédés par ça. Mais il y avait pas quelque chose qui parlait à la personne lambda, dans un langage lambda, et montrer que l'écologie c'est pas forcément pour les bobos, et c'est quelque chose que chacun peut commencer à sa manière, quoi. Et de quel sujet tu parles dans tes articles? C'est assez large, hein. Enfin, en général, le thème c'est sustainability, mais durabilité, c'est quand même vachement large comme sujet. Souvent, tu peux nous parler, par exemple, de le dernier article que tu as posté sur ton blog? C'est l'importance ou l'intérêt d'apprendre une langue pour la cause écologique. Donc en fait, la langue, c'est plus un moyen pour garder une ouverture d'esprit. Donc en fait, c'est un message pour faire dire que c'est important de garder une espèce de vision ouverte, globale et ouverte à d'autres cultures au sein du mouvement écologique, parce que en ce moment, ce qui est à la mode, c'est consommer local, ne pas voyager, limiter l'avion, etc. Et réduire la longueur des chaînes de production. Et tout ça, ça fait partie des solutions, mais il faut quand même garder cette vision un peu globale. Et pour ça, apprendre une langue, pour moi, c'est important. Ça marche. Donc, oui, si vous êtes intéressé pour suivre le blog de Nicolas, donc vous le trouverez le lien en commentaire de ce podcast. Et également sur le site internet cafévertpodcast.fr. Du coup, là, on arrive à la fin de l'interview, donc on va terminer cela avec ce que je vais appeler les écolo-tips. Donc une question rapide, une réponse rapide sur les 3 sujets principaux. Ok. Donc, si t'as un plat végétarien à conseiller. J'ai pas de nom pour ça, mais on va dire que c'est les ingrédients, hein. Riz, oignons, courgettes, pois chiches, et petit miel et sauce masala dessus. Et donc ça fait un petit résultat frais pour l'été. Ouais, c'est frais, mais ça cale bien aussi après le sport. Donc pour moi, c'est l'essentiel. Alors, je vous trouverai bien sûr les recettes sur le site internet du podcast. Ah ouais, faut que je fasse ça. Bon, ok. Va falloir faire une photo du plat. Yes. Une destination en France que tu conseillerais, accessible en train ou en voiture? En train. Je sais pas si c'est accessible en train. Marseille, hein.
C'est accessible en train, mais ce que je voulais dire, c'est les environs de Marseille, en fait. C'est l'ARPI, disons provençal. Parce que tu y as vécu quelques années aussi. J'ai vécu 3 ans, ouais. Enfin, c'est l'endroit en France où j'ai le plus vécu, mais le Luberon, hein, Ok. donc t'as des parcs régionaux autour de Marseille, comme ça, t'as la Sainte-Baume, le Luberon, tout ça, c'est des coins vachement sympas dans le paysage provençal, en arrière-pays de Marseille. Bon, après t'as les Calanques à Marseille aussi, hein. Donc c'est pour dire que les alentours de Marseille, c'est sympa aussi. Mais après, définition de cœur, ça reste la Bretagne, avec Dinard Saint-Malo, et au sud le golfe de Morbihan aussi, c'est sympa aussi. Ça marche. Donc 2 destinations. Quelques conseils pour cet été pour voyager pas trop loin et Ouais. et ensuite du coup un produit que tu fabriques toi-même. Ouais, donc comme j'ai dit, moi le fabriquer soi-même, j'y travaille. Donc du coup apprendre la couture, hein, pour pouvoir couture pratique, hein, pas la couture haute couture, mais juste recoudre ses trous et en sorte que ça fasse pas trop enfant qui a retrouvé ses trucs dans la poubelle, quoi. Pour trouver pour garder le plus longtemps les vêtements qu'on aime. Ouais. Et enfin un livre, un film, en tout cas un élément culturel que tu conseillerais pour une personne qui souhaite se renseigner un peu plus sur le sujet de l'écologie. En plus de ton blog, bien sûr. Non, en général, j'ai pas de livre précis, mais je dirais que pour l'écologie, ce qui est important, c'est de garder, ça devient de plus en plus multidisciplinaire. Donc, peu importe le milieu duquel on vient, essayez de lire des livres qui soient à l'opposé de vos disciplines. Donc, si vous êtes ingénieur, prenez un bouquin de géo, d'histoire, de politique. Si vous êtes économiste, prenez un bouquin de sciences, etc. Mais si je devais donner un livre, il y a un livre, c'est en anglais, ça s'appelle Sustainability Without the Hot Air de David Mackay. C'est pas un roman, hein, c'est assez factuel, mais justement il le rend de manière assez claire et vraiment structuré de manière, c'est très agréable à lire, même si on n'est pas ingénieur. Et ça permet vraiment d'avoir une vision assez générale des problèmes. Ça reste, c'est concentré sur l'énergie, mais ça donne quand même une bonne vision des enjeux qu'on a à résoudre dans les décennies à venir. Donc peut-être pour rebondir à ce que tu disais, de lire sur des sujets qui sont différents de celui dans lequel on travaille. C'est peut-être aussi lire des avis qui sont opposés aux siens pour s'ouvrir. Ouais. Je pense que ça faisait aussi partie de ce à quoi tu pensais. Ouais, pour mettre en cause ses propres idées et puis après renforcer ses propres arguments si on en a, etc. Donc, ouais, toujours se confronter à l'autre. C'est le meilleur moyen d'apprendre, je trouve. Ouais. Et c'est une belle conclusion pour ce podcast. Donc merci Nico pour avoir participé. Ouais, merci de m'avoir invité, hein, franchement. J'espère que du coup ces conseils et un peu son vécu vous donnera des idées pour continuer, et vous trouverez donc ce podcast sur les principaux hébergeurs de podcasts, et également donc sur le site internet cafévertpodcast.fr, où je vous invite à jeter un tour. Merci beaucoup Christophe. Merci, bonne journée. Merci beaucoup d'avoir écouté Café Vert. J'espère que vous avez aimé ce nouvel épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur votre application de podcast et à partager l'épisode autour de vous. Cela aide concrètement la chaîne à se faire connaître. Nous sommes également présents sur les réseaux Instagram, Facebook et Twitter. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt.